Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, dans ce podcast littéraire, nous allons parler du roman de Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants. Alors Nicolas, ce roman, c'est l'aventure d'un cœur et c'est aussi 24 heures de la vie d'une dizaine de personnes. C'est un roman qui, en ceci, est proche de la tragédie puisqu'il y a cette unité de temps. L'action se déroule à 1 minute près en 24 heures. Et il faut exactement 24 heures pour qu'un cœur qui bat dans un corps continue à battre, mais dans un autre corps. Et il y a tout un florilège de personnages. Et comment est-ce que tu aborderais ce roman en présentant les personnages? Oui, alors donc, comme tu dis, c'est un roman qui tourne autour du cœur de Simon Limbre, un jeune homme qui trouve la mort au tout début du roman, jeune homme sportif qu'on découvre d'abord plein de vitalité en s'adonnant à son sport favori, le surf. Une activité dangereuse, mais ce n'est pas ça qui l'emporte, c'est un bête et banal accident de la route il n'avait pas sa ceinture, il n'avait pas assez pour tous les passagers et c'est sur lui que c'est tombé. Donc le roman commence avec la mort de ce jeune homme, une mort qui ne laisse aucun doute puisque le premier médecin que nous voyons apparaître dans le roman, Pierre Révol, c'est pas le médecin qui sauve les vies, ici c'est le médecin qui constate le décès cérébral du jeune homme. Et justement, il y a toute cette réflexion sur quand est-ce qu'on est mort. Pendant longtemps, on pensait que c'était le cœur, et là on découvre que la mort, c'est d'abord la mort du cerveau, ce qui permet de garder les organes vivants par des machines. Et ce cœur, eh bien, va connaître tout un itinéraire qui va l'amener finalement dans le corps de Claire Méjean, mais en suivant une trajectoire qui va irriguer, c'est un cœur qui irrigue, ben oui, toute une galerie de personnages, comme tu le disais, et des personnages qui vont nous permettre d'avoir une sorte de choralité, de chœur, qui nous fait voir cette histoire sous des aspects très différents. On a évidemment la part du drame, avec les parents, les proches, qui vont devoir faire leur deuil et le faire rapidement, accepter la mort du jeune homme pour céder ses organes afin que l'on puisse réparer des vivants. Comme le dit le titre, qui, comme elle le rappelle elle-même, c'est un emprunt à Tchekhov. Il faut, à la fin de la pièce Platonov, il faut enterrer les morts et réparer les vivants. Donc effectivement, il faut enterrer ce pauvre Simon Limbre pour pouvoir ensuite réparer d'autres vivants et que le cœur de Simon devienne, par une espèce de transfiguration qui a quand même quelque chose de magique, même si c'est la magie de la science, devienne le cœur de Claire. Donc on a la part du drame avec les parents, la petite amie. On a de l'autre côté l'espoir avec Claire, sa famille, qui va pouvoir sortir de l'espèce de vie... de léthargie, oui, quelque voilà. part. Cette léthargie dans laquelle elle est à laquelle elle est condamnée de vivre à cause de ses problèmes cardiaques. Et d'un autre côté, on va aussi avoir tout la part du quotidien, de la routine, de la geste médicale, de tous ces médecins qui interviennent autour de cela et pour qui l'événement est à la fois toujours un événement extraordinaire, mais en même temps un événement routinier où il y a un processus, une procédure à respecter. Et du coup, on a plein de points de vue très différents. Alors, justement, revenons sur ce corps médical qui est constitué, donc, mettons un peu d'ordre dans ces 24 heures. Il y a 2 parties. Il y a la partie, c'est au Havre que se joue, en tout cas près du Havre, que se produit l'accident. Et la transplantation cardiaque, elle se fait
à la Salpêtrière à Paris. Et là, il y a, alors peut-être par amour du classement, mais il y a quand même 2 grands types de médecins au sein de ce corps médical. Il y a Révol, dont tu as parlé, c'est celui qui va constater le décès de Simon Limbre. Et puis il y a un autre chirurgien qui est Arfan, qui est une star de la transplantation. Et puis autour d'eux, il y a toute une flopée de personnages que je trouve, moi, particulièrement intéressants. Et il y en a un dont tu vas sans doute parler plus tard, qui est Thomas Rémige. Voilà. Alors, ce Thomas Rémige, moi, il m'a particulièrement intrigué, il m'a particulièrement plu parce que on sait très bien, on connaît très bien la hiérarchie qui règne au sein du milieu médical et en particulier lors de ce type d'opération. Et l'on pourrait se dire, alors c'est sans aucun doute très arrogant, que Thomas Rémige, il est important, mais qu'à la limite, on pourrait s'en passer. Or, ce personnage, c'est une personne ressource, et tu as certainement envie de... C'est un personnage en fait central, dans la mesure où dans cet enchaînement des protagonistes, des intervenants dans cette transplantation, il est en quelque sorte le passeur. C'est celui qui va accompagner à la fois les parents dans leur deuil, mais aussi superviser et organiser la transplantation des organes. C'est donc un passeur, un intermédiaire, et ce n'est pas un hasard si son nom, Rémige, fait référence à des plumes d'oiseaux. Il est lui-même fan de chant, fan d'un oiseau. Il a un chardonneret très rare qu'il est allé chercher en Algérie, et il se délecte de son chant. C'est donc lui qui va par exemple convaincre les parents, Marianne et Sean, de céder les organes de leur enfant, avec toutes les questions que cela soulève et auxquelles il doit répondre et qu'il doit surtout affronter, car c'est un passage à la fois très beau mais assez dur. Et c'est donc celui qui va aussi chanter le chant de la belle mort, comme Maïlis de Kerangal le dit en empruntant cette expression à Jean-Pierre Vernant et à l'Antiquité grecque, ce chant de la belle mort qui doit accompagner la dépouille du héros mort au combat. C'est ce chant qu'il va entamer lorsqu'il répare le corps prélevé de ses organes à la fin du roman. Donc c'est ici un personnage, au contraire, absolument indispensable. Il représente aussi toute une part d'humanité, de compassion, parce qu'il est à la fois là pour faire entendre ce que dit la loi, on en reparlera, mais il est aussi là pour manifester l'empathie que l'on doit évidemment avoir pour les parents et pour les proches. Donc c'est vraiment un petit peu comme Hermès, qui était ce dieu ailé avec cette fonction qu'on appelait psychopompe, c'est-à-dire celui qui accompagne les âmes des morts. C'est vraiment cela, Thomas Rémige. Oui, il préside, j'allais dire, les deux cérémonies. Il préside la cérémonie donc lorsque le cœur est explanté et lorsqu'il est réimplanté. Il est là à tous les moments de l'action, et c'est un personnage absolument, je dirais, touchant parce que il fait preuve aussi il a une certaine autorité, mais il fait aussi preuve d'une certaine forme d'abnégation. Tout à fait, comme s'il il répondait à une forme de vocation, une mission à remplir qui n'est pas simplement professionnelle, mais qui a une dimension même sacrée, dans la manière dont il va respecter les vœux des parents au moment où les organes sont prélevés. Les parents demandent à ce qu'on fasse écouter le chant de la mère aux oreilles de Simon, alors que tout le monde sait que dans la salle, les médecins savent que Simon est mort, que son cerveau ne fonctionne plus. Eh bien, respect aux morts, il remplit la consigne qu'on lui a donnée. Donc, effectivement, il a ici une fonction qui n'est plus seulement celle d'un infirmier ou d'un médecin, mais une fonction sacerdotale. Il accomplit un rituel qui devient sacré, puisque d'ailleurs toute la manière dont l'opération est décrite montre que ces organes sont des organes ce ne sont pas simplement des organes
organiques, mais ce sont des choses sacrées. Sur la question des organes, on aborde maintenant un point qui est essentiel, c'est donner et recevoir. Alors, là, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est la question du consentement présumé, c'est-à-dire tout le contexte juridique qui est lié à la question de la transplantation cardiaque. C'est-à-dire qu'en France, eh bien, nous sommes tous présumés donneurs. C'est que lorsqu'un humain décède, eh bien, il est présumé donneur, c'est-à-dire que ses organes, dans la mesure évidemment où on peut les transplanter, ils seront automatiquement donnés à quelqu'un qui en a besoin. Donc ça, c'est en fonction de la loi de bioéthique de 1994, avec quelques amendements de 2004. Alors déjà, le consentement présumé, c'est un paradoxe, parce que quand on consent, c'est de pleine conscience. Consentement présumé, au niveau langagier, ça pose problème. Il y a un autre aspect que je voudrais évoquer, et puisque nous sommes en Allemagne, c'est que en Allemagne, la configuration est complètement différente, à savoir qu'il faut de soi-même être porteur d'un document qui s'appelle Patientenverfügung, et ce n'est que dans ce cas que l'on pourra transplanter un organe. Donc, cette question-là n'est pas automatique. J'ai fait cette petite digression parce que la question de donner et la question de recevoir, c'est évidemment à la fois une question médicale, une question juridique et aussi une question émotionnelle, à savoir qu'un enfant de 17 ans, il a 17 ans, Simon Limbre, quand il a cet accident, en 2 heures, ses parents doivent décider si oui ou non ce corps peut être ouvert et quelque part dépossédé de ses organes. Et les organes, ce sont le cœur, les reins et les poumons. Les parents s'opposent à ce qu'on enlève les yeux, parce que les yeux, on peut également les transplanter. Alors, est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus, sur la question du don ? Déjà, il faut souligner que quand on n'y connaît rien, le roman de Maëlys de Kerangal nous apprend beaucoup de choses. Donc c'est un livre très sensible, plein d'émotions, mais aussi plein d'informations sur le don d'organes, sur la transplantation. Donc effectivement, on y apprend cette loi qui fait que nous sommes tous donneurs présumés, mais on découvre aussi que l'institution médicale reste, malgré cela, attentive aux souhaits des familles, à leur ressenti. On veut leur consentement, parce que sinon, ce serait quoi, un médecin qui vient et qui fait main basse, d'ailleurs ils le disent, qui fait main basse sur un réservoir d'organes, ça réduirait l'être humain vraiment à peu de choses. Donc on découvre ça, on découvre aussi toutes les coulisses de la mort d'un jeune homme, avec le service en réanimation, comment est-ce qu'on décide on décrète que quelqu'un est mort et qu'on ne peut plus rien faire pour lui, parce qu'évidemment il y a tout cet imaginaire des gens qui sont dans le coma et qui un jour se réveillent. Bon, il y a un moment il faut dire aux parents non, il ne se réveillera pas. Il y a évidemment toutes les réactions des parents qui sont quelque part très normales, mais que les médecins, les praticiens doivent connaître pour pouvoir leur répondre, parce qu'il y a un chronomètre à respecter, oui. Un temps imparti qui est limité, et en même temps il ne faut pas brusquer. Donc il y a toutes ces joutes verbales, cette escrime, on va dire, entre les parents et le personnel médical, qui est très très bien rendu, je trouve, dans ce roman, avec toute la manière dont, par exemple, Thomas Rémige va anticiper les réactions des parents, la manière dont il va savoir interpréter telle ou telle question du père ou de la mère, pour voir que là on est en train de se diriger vers une réaction qui risque d'entraîner le refus. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça passionnant. Et puis il y a tous les détails, on va dire, techniques de la transplantation. Effectivement, on parlait au début de la transplantation d'un cœur, mais après on dit vous donnez que le cœur, et donc se pose la question de qu'est-ce qu'on peut donner de notre corps. Et c'est là qu'on se rend compte que le cœur, bien sûr, c'est un symbole absolument
absolument crucial dans toutes nos cultures, symbole de l'amour, symbole des affects. Et il y a très 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 belle page justement sur ce cœur qui a vibré quand Simon a rencontré Juliette, qui a vibré quand il était sur sa planche de surf. Toutes ces variations de rythme de cœur, c'est très 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 beau. Mais voilà, à la fin, c'est un organe, c'est une mécanique qui peut servir à réparer d'autres vivants. Et donc, comment est-ce qu'on organise ça et puis, comment on le transplante? Bon, du coup, on est dans les coulisses. Et ça, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Bien sûr, il y a une charge symbolique qui est très importante par rapport à cet organe. Et bien évidemment, on ne peut pas faire abstraction de l'affect, de la situation des parents. Tout se passe dans l'urgence et je trouve que ce roman, il nous montre que l'on perçoit cette situation d'une façon alors complètement différente selon la position qu'on occupe dans ce cas de figure, dans cette situation. Alors peut-être pour finir, j'aimerais quand même souligner pour les personnes qui nous écoutent que malgré la thématique un peu lugubre quand on l'a dit comme ça, c'est un livre dont on sort, je dirais, grandi. Tu parlais au début de ces 24 heures d'une tragédie et Maëlys de Kerangal justement disait que ce roman l'avait un peu conçu comme une tragédie inversée. On commence par la fatalité, la mort du jeune homme. Et tout l'itinéraire du roman, c'est de retourner vers la vie, première chose. Donc une tragédie, mais inversée. Et dans la tragédie, moi j'entends aussi un autre aspect qui était important dans les tragédies anciennes, c'est-à-dire on parle du malheur, mais on en parle avec une certaine majesté, avec une certaine hauteur, qui est fournie justement par la poésie absolument somptueuse de ce roman, qui le rend peut-être un peu difficile à lire, certes, mais qui est quand même vraiment une écriture littéraire très très riche. Et je pense que nous reparlerons de cette langue magistrale dans notre prochain podcast sur ce livre. Oui, absolument. Car comme tu le dis, c'est le roman d'une mort, mais c'est aussi le roman d'une renaissance. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Nous allons poursuivre sur ce roman la semaine prochaine. Merci Nicolas. Alors à la semaine prochaine.